deux émissions jeunes. Ça, c'est la première. Hein. La deuxième. La première, je la commence à 10h. La deuxième, ce sera à 14h30. Si vous ne venez pas vers nous, nous viendrons vers vous. Et c'est ce que nous avons fait avec notre invité de ce soir dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité. Autour de la thématique, quel rôle, quelle place, quel impact de la société civile dans la résolution de la situation sécuritaire, la crise sécuritaire qui sévit en République démocratique du Congo, le tout sur fond de l'actualité dominante de l'heure. Entre d'un côté la énième sortie médiatique de Joseph Kabila, de l'autre cette rencontre surprise Kagame-Tshisekedi, le tout sur fond des pourparlers ratés du Rwanda, vous l'avez compris, cette actualité en RDC est loin d'être ennuyeuse. Et pour en parler, dans le cadre de votre émission, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez, Jonas Chombela. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'honneur que vous me faites. Bonjour. Coordonnateur de la nouvelle société civile. Oui. Vous existez encore. Nous existons parce que nous sommes là et nous voilà. Vous êtes encore nouvelle ou c'est devenu une ancienne société civile? Ça fait plus de 10 ans que vous êtes là. Elle est devenue ancienne, cette société civile? Non seulement 10 ans, ça fait 16 ans que nous existons. Ça suppose que nous avons atteint la maturité qu'il faut. Mais l'ancienneté dont nous faisons allusion à la nouvelle société civile n'a rien à faire avec notre âge. C'est par rapport à quoi, là? Par rapport aux problèmes qui se posent à nous, avec des nouvelles teneurs, des nouvelles dimensions, et ce qui ne nous favorise pas. Tout devient nouveau pour nous. Voilà pourquoi la nouvelle société civile s'adapte à ces nouveaux environnements qui restent le même, qui semblent changer et qui prennent d'autres formes. Tout est nouveau. Tout est nouveau, vous vous renouvelez, vous vous adaptez au regard de la situation actuelle qui, elle, on a l'impression que ça reste les mêmes. Ça reste non. Méfiez-vous de tout ça. Ce qui s'est passé en 1960 n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce qui s'est passé à 90, je ne sais pas quelle année. Mais ce qui s'est passé il y a 16 ans, quand vous mettiez en place, oui. C'est ce qui existe maintenant. Il y a toujours la guerre. On a du mal à décorer. Elle change des acteurs, tout est nouveau. Elle change des acteurs, elle change des stratégies. Et à l'époque, c'était les Rwandais qui sont venus sur notre sol en refuge. Mais aujourd'hui, c'est eux qui nous font la guerre. C'est une nouvelle donne qui se pose à nous et nous devons nous adapter à cela. D'où tout est nouveau, quoi. Les acteurs changent. D'autres acteurs entrent en jeu, d'autres acteurs changent carrément de casaque. Voilà. Mais vous, au niveau de la société civile, les acteurs restent les mêmes. La nouvelle société civile, elle change aussi, elle s'adapte à l'environnement. Les acteurs, on parle des acteurs. Oui, j'en arrive. Nous sommes dans notre dernière course. C'est-à-dire les acteurs changent. Elle n'a pas commencé avec moi. Rassurez-vous. Mais il y a des milliers, non, pas à vie. Mais vous êtes encore là, 16 ans après, vous êtes toujours coordonnateur. Il n'y a pas eu de renouvellement. Attention, je reviens. Ah, ok. Parce qu'il y a compétition. Compte tenu de nos textes, je ne suis pas par ma volonté, je suis là par la volonté des textes qui régissent la nouvelle société civile congolaise. Donc, si je reviens, c'est parce que la communauté estime que je ne peux pas encore les aider. Mais au moment où elle va décider que je ne suis plus capable de les aider, rassurez-vous, la démocratie va fonctionner. Ouais, vous brandissez les mêmes arguments que Kagame, qui est là depuis 30 ans. Il dit les textes de mon pays me le permettent. Les textes, vous vous cachez derrière les textes. Vous n'êtes pas si différent de certaines personnalités. Monsieur Kagame, que vous êtes en train d'évoquer, Tchombela était non-violent. Monsieur Kagame, c'est un criminel. Comment vous pouvez comparer un criminel qui a pris le pouvoir par les armes avec un démocrate et non violent? Ça n'a pas de sens. Vous brandissez les mêmes arguments. Les textes de Rwanda vous permettent, vos textes à vous permettent de rester ad vitam aeternam? Non, pas à vie. Nos textes nous donnent la possibilité de revenir. C'est à la compétition de fonctionner dans les règles du jeu. Or, Kagame, ce n'est pas ça. Moi, je ne fasse pas les adversaires. Mais Kagame fasse les adversaires. Vous voyez la différence? Donc, moi, je joue au jeu de la démocratie. Le jour où les compatriotes vont décider
la nouvelle société civile, comme vous le savez, c'est 800 organisations membres, représentées dans les 26 provinces de la République. Donc, élire quelqu'un à la tête de la nouvelle société civile, il faut obtenir toutes ces voix. Il faut obtenir l'appui de toutes ces provinces. Ça n'a jamais été facile. Rassurez-vous, aux dernières élections, j'étais en ballottage. Donc, c'est pour vous dire que la démocratie fonctionne. Le moment où les choses vont changer, ou moi-même, par exemple, je ne pense pas, parce que les années qui vont suivre, je ne pense pas trop continuer, et malgré comme Fox, je serai obligé de trouver avec les amis un compromis, que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, rassurez-vous, dans les jours à venir, vous verrez notre qui va coordonner la nouvelle société civile, parce que nous l'avons conçu dans le sens d'une institution qui doit exister. Pas comme dans d'autres institutions, comme je n'ai pas besoin de citer, des groupes culturels de notre pays, où quand celui qui a créé disparaît, et tout disparaît. Nous, on a créé la nouvelle société civile en fonction de l'avenir. Un peu là, vous avec parlez... ou ça, ou avec moi ou sans moi, ça doit continuer. Vous parlez de groupe culturel, certains risquent de parler des partis politiques, parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre la manière dont la société civile est gérée et les partis politiques aussi. Est-ce que vous avez été infiltré par des partis politiques ou par les politiques pour que vous puissiez pratiquement avoir des gestions presque similaires quand vous n'êtes plus là, ça disparaît, l'organisation disparaît, et on le voit avec pas mal de partis Parce politiques. qu'il y a des gens qui le font avec ambition inavouée d'accéder à autre chose. Nous, c'est une vocation d'accompagner, d'aider, de se mettre au service des autres, sans attendre un retour qu'on me paye. Ça fait 16 ans que je n'ai aucun salaire. Qui peut accepter ça? Aucun salaire. Personne ne me paye. Mais qu'est-ce que je reçois en retour? C'est des intimidations. Mais comment vous vivez? Mais parce que je me suis organisé de telle manière que ce que je fais pour la communauté n'est pas de lien avec ce que j'ai pour ma famille. Vous voyez ça? Donc ma famille doit survivre, mes enfants doivent survivre. Je me bats sur ce plan-là, qui n'est pas confondre. Ça, c'est privé. Mais ça, c'est un travail communautaire. C'est un engagement citoyen au service de notre communauté. Je n'attends pas qu'on me paye pour ça. Mais les partis politiques, par contre, ils ne travaillent rien sans intérêt. Soit c'est le poste, soit c'est conquérir le pouvoir, les conserver, soit c'est gagner. Mais on a vu récemment des organisations de société civile, des personnalités de la société civile s'émuer en politique, les organisations s'émuer en partis politiques. Comment on fait actuellement pour essayer de déceler les intentions des uns et des autres, ceux qui viennent pour justement être au service de la communauté, et puis ceux qui viennent pour les intérêts purement politiciens qui changent de caserne? C'est là que vous le saurez. Un bon arbre on le reconnaît par ses fruits. Ce n'est pas par ces paroles que vous allez les reconnaître. Ceux qui se sont mués en parti politique, qui n'est pas aussi interdit aux acteurs de la société civile. Parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit un acteur de la société civile de se muer en un acteur politique. Il n'y a aucune loi. C'est de la liberté. Ça fait partie de ses droits aussi. Quitter un mouvement vers un autre avec d'autres objectifs. C'est un droit. Donc moi, je ne regrette pas qu'il y ait dans la société civile des hommes et des femmes qui ont choisi d'aller faire la politique. D'ailleurs, le meilleur politicien, s'il devait en avoir, c'est ce qui vient de la société civile, qui comprennent le sens de l'humanité. Malheureusement, quand on y arrive, on perd le sens de l'humanité. C'est regrettable, mais c'est ce constat que nous voyons dans notre société. Donc, ce n'est pas que les intérêts changent. Ici, nous avons comme salaire, soit c'est la répression, soit c'est les intimidations, soit on limite nos libertés. Mais vous concernant, ça fait quand même longtemps que vous avez suivi la répression, parce que l'on vous reproche, il y a eu deux Jonas Tchombela de l'époque de Kabila, qui étaient vent debout contre tout ce qui se passait, et un Jonas Tchombela laxiste depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Vous entendez cela? Et vous comprenez ce que c'est. Mais je comprends la question, et puis c'est une bonne opportunité que mon frère d'expliquer à ces milliers de compatriotes qui m'ont vu en action à l'époque du président Joseph Kabila et qui sont en train de m'observer pendant la gestion du président Tshisekedi. Non, qui n'ont rien vu. Hein. Mais je suis en train de différencier les deux époques.
pour qu'ils comprennent quelle attitude que nous avions et quelle attitude nous avons maintenant. Jonas Tchombela, à l'époque du président Joseph Kabila, je militais dans le comité laïque de coordination, le CLC, où nous sommes battus, c'est là qu'ils ont beaucoup remarqué notre visibilité, où nous sommes battus contre le troisième mandat, où nous sommes battus contre le changement de la Constitution. Vous voyez, c'est des éléments clairs. Nous nous sommes battus contre les violations des droits et libertés des citoyens à l'époque. Rappelez-vous de la mort de Floribert Chebeya. Rappelez-vous, il y en a plein de gens qui sont morts comme ça et que nous ne devions pas garder silence. Maintenant, on en arrive. C'est ça le mobile. Nous travaillons pour le droit et les libertés des citoyens, le respect de la vie humaine. Nous travaillons également pour le respect des valeurs de la démocratie. Revenons, quand on compare le taux de morts cruellement abattus, quand vous êtes à l'époque du président Kabila, lorsque nous étions au comité laïque de coordination, vous rappellerez des morts. Je n'ai pas besoin de les citer ici. Je parle milliers, d'autant plus que j'étais l'acteur dans l'équipe. Vous connaissez Madame Thérèse Kapangala. Fallait-il nous taire? Vous ne connaissez pas, il y a Hussein Gandou. Fallait-nous nous taire? Beaucoup connaissent beaucoup plus Roxy. Mais il y a plein de gens. Bokolo à l'Équateur. Il y a plein de gens. La liste est tellement longue. Fallait-il nous taire pour cela? Non. Maintenant, revenons à l'époque du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a envoyé un signal fort de réhabiliter la justice. Malheureusement, ce n'est pas allé loin. Nous ne sommes pas tués pour ça. La lutte contre l'impunité, nous avions senti un message fort lorsqu'il y a eu le procès de 100 jours. Malheureusement, c'était terminé tel que nous le connaissons. Nous ne sommes pas d'accord. Vous l'avez pas dit, votre voix n'était pas audible. Peut-être que vous nous... J'en arrive. On revient. Vous avez parlé des morts qu'il y a eu. Vous êtes en train de présenter la situation comme si elle était évoluée. Il y a toujours, on est en train de primer. La liberté est bafouée. On a des exilés politiques ici. La situation est pire qu'avant en termes de liberté d'expression et de mouvement. Je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup le ressentent dans leur vie. En fait, avant Tshisekedi n'est pas mieux que pendant Tshisekedi. Hein. Pourquoi on ne vous a pas entendu? En tout cas, votre voix n'était pas audible. Mais j'en arrive là. Quand je suis en train d'expliquer, les gens, soit qu'ils ont besoin d'entendre ce qu'ils veulent que je dise, ou ils ont besoin d'entendre ce que je vois. Non, le même engagement que dont vous avez fait preuve à l'époque. Je les garde intacts. Peut-être qu'ils ne savent pas. Vous savez, quand le président Tshisekedi a tenté de lancer les débats sur la révision de la Constitution, nous sommes le rare qui avons dit non. Peut-être qu'ils ne nous ont pas entendus. Non, vous n'avez pas utilisé les bons canaux. Peut-être, parce que quand vous parliez à l'époque... Non, nous avons dit non. Non, l'époque, c'est pourquoi je dis des périodes, des moments, des sons, c'est différent. Ici, quand Tshisekedi a commencé à toucher, et là où nous on ne veut pas qu'on touche, nous sommes venus à la charge. Lorsqu'il faut arrêter les gens de façon arbitraire, nous revenons toujours à la charge. Nous sommes intervenus lorsqu'on a arrêté les jeunes gens des mouvements Lucha, à Goma. Je n'ai pas besoin d'étaler toutes ces listes. Peut-être que les gens s'alignent sur des lignes politiques, estiment que nous, on va jouer le même rôle que leur ligne politique. Non, nous ne sommes pas dans une ligne politique dirigée par quelqu'un quelque part. La preuve est que ce soit avant Tshisekedi ou après Tshisekedi, nous sommes toujours la nouvelle société civile qui nous a vu où, dans quelle fonction, jouant quel rôle pour comparer des époques. Les mêmes situations se produisent dans les mêmes conditions. On a tué Armand Tungulu, cruellement ici. Mais brandissez-moi un cas concret comme cela et nous allons nous battre. Nous avons demandé des enquêtes pour la mort de notre frère qui était un ami, Chéribin. C'était flagrant. Oui, mais tu vois, nous avons demandé des enquêtes. Pour que les mais vous n'avez mené aucune action. Je ne peux pas mener l'enquête. Si c'était à l'époque de Kabila, en ce moment, c'est que vous n'auriez pas nous, d'ailleurs, par contre, si vous ne le savez pas, à l'époque de Kabila, le gouvernement Kabila a fait plus peur de nous que le gouvernement Tshisekedi. Si vous ne savez pas. L'actuel n'a pas peur de vous. Pourquoi il avait peur?
Parce que nous, on agissait dans les règles du jeu. Et même maintenant, là, c'est dans les règles du jeu. Vous êtes complaisant envers Tshisekedi, voilà pourquoi il n'a pas peur de vous. Non, et d'autres vont plus loin. Nous ne sommes pas complaisants. J'en profite. D'autres vont plus loin. Oui, ils disent quoi? Parce que c'est Kassaya. C'est ce que tu veux dire? Machamoumen. Ah, c'est ce que vous voulez dire? Non, ça n'a rien à faire. Par contre, sous Kabila, j'ai eu des postes que je n'ai pas pu accéder. Vous voyez ça? Mais c'est pas votre frère. Non. On n'accède pas à un poste pour être frère. Parce que j'ai ma conviction qui était me mettre au service de la communauté sans attendre en retour qu'on puisse me rémunérer. Alors, dans le cas du Tshisekedi, ça n'a rien à faire avec la tribu, ça n'a rien à faire avec... Vous êtes complaisant, vous regardez ailleurs. Ailleurs, c'est chez qui on regarde. Vous détournez le regard quand il y a la mauvaise gouvernance. Vous détournez le regard quand il y a eu l'affaire Cheruba au Kende, dont vous avez à peine pondu un communiqué. Mais vous êtes je pars encore loin. Il y a eu l'affaire de Lampadaire. Il y a eu l'affaire de Lampadaire. Là, nous sommes complaisants encore. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la vérité là-dessus. Là, nous sommes encore complaisants. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a des histoires de prison que nous ne sommes pas d'accord. Les conditions de vie des prisonniers, nous ne sommes pas d'accord. Là, nous sommes encore complaisants. C'est ça notre travail. Chaque époque, chacun posait ses actes qui concernent notre mission et nous sommes intervenus. L'affaire de la prison de Makalachi. Là, nous sommes complaisants encore avec Tshisekedi. Mais pourquoi on arrive à... c'est vrai qu'on a parlé de cet argument, les Machamoumenou. Pourquoi aujourd'hui, on assiste à ce regain de tribalisme? Pourquoi on en est arrivé là? C'est quelque chose, là, vous pouvez quand même reconnaître ça à Kabila, qu'on n'avait pas quand même, on n'associait pas des analyses, on n'associait pas des actions à une tribu, mais aujourd'hui, pourquoi on en est là? Non. Je pense que ce débat-là nous ramène un peu trop bas, mais quand cela ne tienne... Mais ça mine notre vivre ensemble. Non, mais le vrai problème n'est même pas là-bas. Parce que si nous devons aller dans cette logique-là, et qu'on énumère les différents postes qui ont été occupés pendant les deux périodes, on fera la différence. Non, moi je ne parle pas des postes. J'en arrive, parce que c'est de là qu'il parle. C'est un argument de faible, des tribalistes réels. Des tribalistes réels. J'ai à mon bureau ici, depuis 16 ans, quelqu'un qui s'occupe de finances, qui n'est pas de ma province. 16 ans, qui n'est pas de ma province. Vous voyez ça? Donc, ceux qui parlent de tribalistes sont eux-mêmes qui sont tribalistes. Moi, je parle dans les analyses, dans les actions. Pourquoi aujourd'hui, l'action ou l'inaction est constamment ou actuellement associée à la tribu? C'est l'argument de faible, de politique, à mal positionnement, qui tire sur cette fibre pour attiser la haine entre les communautés. Ça n'a rien à faire avec les communautés elles-mêmes. C'est un argument de politique qui, comme ils n'ont pas d'argument, ils utilisent la fibre tribu. Il n'y a qu'un critère qui s'appelle tribu. Nous avons une seule tribu qui est la nation congolaise. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? Quand vous voyez le président Tshisekedi dans toutes ses nominations, nommer le clan, nommer la famille, nommer la tribu, et que vous vous dites non, c'est faux, c'est juste les arguments. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? Non, je suis en train de dire ce qui avance l'argument du tribalisme, que ce soit sous le régime Kabila et sous le régime Tshisekedi, c'est les arguments de faibles et qu'ils utilisent pour opposer les communautés. J'en arrive. On ne parlait pas du tribalisme comme on en parle maintenant là. Hein? Mais vous savez que dans cette ville, on parlait le Swahili dans la ville. Vous savez que l'espace Swahiliphone, c'est 41%. Oui, j'en arrive. On parlait de Swahili, ça ne posait pas de problème. C'est 41%, c'est pas que le Katanga. On avait un gouverneur de la Banque centrale qui était d'une même province, le monsieur de la NER qui était d'une même province, le ministre des Finances qui était de la même province. Tout ça, c'est au nom de critères objectifs. Est-ce qu'on avait la fille du président secrétaire particulier? Mais écoute, c'est un poste privé. Est-ce qu'on avait son... Donc, c'est permis. Le président, il n'est pas privé. Hein? Non, écoute. Le président, c'est notre président. C'est votre président. Mais c'est nous qui l'a élu, c'est pas sa famille qui l'a élu. Hein? Je t'en prie. Et laisse-moi d'abord m'expliquer. Là aussi, les gens sont allés loin.
Le secrétaire particulier, on peut même prendre quelqu'un qui n'a pas étudié. On peut même pas quelqu'un qui n'a pas étudié. C'est quelqu'un en qui on place sa confiance. Et ce poste-là, c'est dans le cabinet privé du chef de l'État. C'est de son droit. Et puis, ça fait partie de son pouvoir discrétionnaire. On ne peut pas choisir un secrétaire particulier qui n'inspire pas confiance. Lui a estimé un cas que c'est sa fille qui peut être son secrétaire particulier. En quoi ça devient un problème? Bah ouais, parce que c'est pas ça. Sa fille n'était pas la seule à l'avoir élu, hein. Il y a des milliers de Congolais qui ont élu Tshisekedi. Mais quand il y a pas que sa fille, il y a son frère, il y a la famille, il y a le clan, il y a la tribu. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni? Je ne vais pas encore vous citer aussi. Il y avait Zoé qui était gouverneur dans le Tanganyika. Il a été élu. Il y avait ça. Là, on est dans les nominations. Il peut rentrer pour se faire élire. Est-ce qu'il peut se faire élire? Oui, ça avait triché. C'est ça le problème. Est-ce qu'il a vraiment été élu? Ces comparaisons-là, cette manière de voir les choses-là, nous amène à soulever des violences communautaires qui n'ont pas d'intérêt. Si son frère est capable, où est l'enjeu? Dites qu'il a nommé son frère qui est incompétent. Ça, c'est autre chose. Et puis, tous les postes de la République sont occupés par la famille de Tshisekedi. Je ne suis pas si défenseur de Tshisekedi. Je suis en train de dire des choses telles que je le vois. Moi, je suis contre ceux qui soulèvent des questions d'ordre tribal. Moi qui vous parle, vous m'avez tout à l'heure posé la question, parce que vous êtes Macha, Moumène ou Kachayen, c'est pour cela. Mais quel poste j'occupe, moi? Quel poste j'occupe, moi, pour commencer à soutenir un gouvernement qui ne me soutient pas? C'est un problème de l'État. Il ne faut pas le traiter avec les questions de tribus. Parce que nous sommes 450 tribus. Il y aura toujours une tribu qui jouera un rôle avec un individu quelque part. Quand c'est une autre tribu qui est surreprésentée, ça pose problème. Hein? Ah non. On a plusieurs tribus. Ça, c'est les arguments quand dans un coin, de faibles. Ça, c'est les arguments de faibles qui estiment qu'il faut tirer sur ça. Parce que même dans le régime passé, même Mobutu avait son fils ministre. Qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est maintenant la commune de Kassavou, où nous sommes ici. C'est une référence dans ce pays. Non, ce n'est pas une référence. C'est pour vous dire est-ce qu'il n'avait pas géré le pays? Il a géré le pays. Donc on est maintenant sur les traces de Mobutu. Alors, on ne passe pas de Mobutu. Trump. Il vient d'envoyer le gendre, ou le beau-frère de son fils comme représentant, son envoyé spécial en Afrique centrale. Il est aussi tribaliste. Celui-ci, il est blanc. Il est aussi tribaliste. C'est un faux argument. Quand vous allez en Belgique, Charles Michel est qui? Moi, je veux... Voyez-vous? Donc, les exemples sont patents à travers le monde qu'il ne faut pas commencer à se référer à des cas pour soulever des violences telles qu'on les a attendues. Les Congolais, nous sommes à 450 tribus et nous devons vivre dans cette diversité-là. C'est une richesse pour nous. Donc, commencer à parler de la tribu, de fonctions, tout le monde n'accédera pas à ces fonctions. Mais là, vous parlez des politiques, vous parlez des postes de décision, mais on peut le sentir dans notre vie de tous les jours qu'aujourd'hui, le vivre ensemble est en difficulté, pas qu'un peu. On se regarde maintenant en chaîne faïence, on se regarde en termes de tribus, on se regarde maintenant en termes de province. Comment vous, au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour essayer de recréer ce vivre ensemble et rappeler aux êtres? Oui, ça c'est intéressant, la question elle est pertinente. Effectivement, ce que nous sommes en train de faire, je dois d'abord vous dire une chose. La société civile, pendant cette période de conflit, où il y a des messages de la haine, où il y a le message du tribalisme, elle a un rôle crucial à jouer dans la communauté pour que le vivre ensemble soit une réalité vivante. La société civile, elle est organisée de plusieurs manières. Il y a les ONG des droits de l'homme, il y a les associations communautaires, il y a les églises, il y a les syndicats, il y a les mouvements citoyens, il y a les ordres professionnels, mais il y a aussi des journalistes. Il y a des journalistes qui font partie de la société civile. Chacun à son niveau a un rôle à jouer. Chacun à son niveau a un rôle à jouer. Et pendant cette période, je vous en énumère même 2 ou 3. La société civile a un rôle à jouer dans les plaidoyers et dans les dénonciations. C'est un rôle capital.
On peut dénoncer, comme je viens de le faire, pour tous ceux qui sont en train de tirer sur une fibre très dangereuse, qui fait attirer dans la communauté des violences, le tribalisme dont je parle. La société civile a un rôle à jouer. Comme la Sanko l'a fait dans l'affaire des stigmatisations de Swahili Fun. C'est ça le rôle de la société civile. Quand elle voit un danger, elle dénonce, elle mène des plaidoyers pour que ça s'atténue. Ça, c'est le premier rôle dans une situation d'insécurité telle que nous sommes maintenant. Deuxième rôle, c'est la médiation et la recherche de la paix. C'est que vous faites allusion à la Senko et l'ECC. J'apprends qu'il y a la CIME aussi ce jeudi à l'hôtel du Fleuve. Ils lancent aussi une initiative de paix. Ça, c'est le rôle de la société civile qui joue le rôle dans la médiation, la recherche de la résolution de conflits, de paix. Mais la société civile a un rôle d'assistance humanitaire. C'est là que les journalistes ont un rôle. Regarde à Goma. Il y a la guerre dans le camp de déplacés. Quand il y a la guerre, tout le monde va dans tous les sens. Comment réunir les familles? Il y a des radios mobiles. C'est la société civile. Il y a des radios mobiles pour réunir les familles, pour apporter de l'assistance sur le plan sanitaire, sur le plan médical. La société civile joue un rôle d'assistance humanitaire dans cette période cruciale. Mais la société civile joue également le rôle de justice et de l'état de droit. La lutte contre l'impunité. Le tribalisme que nous sommes en train de créer aujourd'hui. La justice pour tous. Ça, c'est le rôle de la société civile. J'en ai cité 4. Et dans ce cadre, la nouvelle société civile, ce cas, les actions vous menez, c'est dans... Mais vous savez, nous, dans le cadre, nous menons le plaidoyer et les dénonciations. Nous sommes sur la justice et l'état de droit. Lorsqu'on touche les valeurs de la démocratie et de l'état de droit, c'est comme si on nous a provoqués. Comme c'était le cas avec la Constitution, la révision ou le changement. Là, le changement de la Constitution. Parce que là, on touche le socle de la cohésion. Il ne touche pas ce socle-là de n'importe quelle manière. Ça peut basculer l'ordre dans la communauté. Donc, quand on touche à ça, vous nous verrez au premier plan. Vous nous verrez au premier plan. Nous travaillons aussi sur la recherche de la paix. Actuellement, je reviens d'Arusha, où je suis allé suivre le procès. C'est pour qu'on fasse de la justice. Où j'allais suivre le procès RDC contre le Rwanda. Je suis en train de suivre ça du début à la fin. C'est au nom des victimes que je fais ce travail. Voilà le rôle de la société civile. Au nom de ces victimes, je dois m'assurer que les préoccupations de nos communautés, dont les droits ont été bafoués, violés, des villages brûlés, des écoles incendiées. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas étudier. Ce sont des droits. Et je dois suivre ça. Je dois suivre ça. Voilà le rôle que la nouvelle société civile joue. Et que beaucoup ignorent parce que quand ils sont là, y compris nous-mêmes aussi, les journalistes, à taper quand même sur la société civile, c'est parce que notamment, on ignore quand même beaucoup de choses qui sont faites. Exactement. Nous faisons beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans l'accompagnement même des élections, dans l'éducation civique de la communauté, dans la formation. Je vais vous inviter, par exemple, le 29. Vous viendrez voir comment nous sommes en train de remettre aux défenseurs des droits de l'homme de brevet qu'on a formés pendant plus d'un mois pour qu'ils soient au service de la communauté. Et nous sommes en train de faire ce travail sans attendre qu'on ne peut. Et puis, nous le faisons, je ne sais pas si c'est une vocation ou je ne sais pas comment ça nous arrive. Mais il y a quand même une source de financement. Hein? Non, mais écoute, il faut le chercher. Ne confondez pas. Pas qu'une, mais plusieurs sources. J'en arrive. Entre Soros, entre le gouvernement. Ça me fait rire. Ça me rappelle encore la belle époque du président Kabila où on nous a attribué tout. J'étais au Sénégal dans une réunion avec les activistes pro-démocratie. Ici à Kinshasa, ça filmait Soros. Ça n'a rien à faire. Les quelques rares de fonds qui nous arrivent, nos partenaires sont connus. Nous recevons parfois des moyens pour faire ce travail à partir de l'Union européenne. Ils ont un outil des droits de l'homme. Si nous travaillons sur l'axe des droits de l'homme, l'Union européenne peut nous accompagner. Si c'est pour les questions liées aux élections, à l'état de droit, à l'éducation de la communauté, l'Union européenne nous accompagne. Et là aussi, ce n'est pas comme ça. Nous postulons, ils lancent des appels d'offres. Et si nous gagnons, nous avons un peu de fonds. Et si on ne gagne pas, on n'en a pas. Et dès 16 ans d'existence,
on n'a jamais eu un seul fonds du gouvernement congolais. C'est la question d'ailleurs que je voulais vous poser. Est-ce que d'abord une organisation de la société civile peut obtenir un financement du gouvernement? C'est possible? C'est possible. Mais vous l'avez jamais? Jamais. C'est inscrit même dans le budget. Mais ça disparaît toujours de cette manière-là. Les dénonciations dont je fais allusion, voilà encore une fenêtre. S'inscrivent souvent dans les budgets subventions des organisations de la société civile. Ceux eux-mêmes qui sont membres du gouvernement, qui créent les ONG, des fondations, tout l'argent qui doit nous venir. Tous les ministres ont des fondations. Ah oui. Tous les députés maintenant, il faut leur poser la fondations. question, est-ce qu'ils tirent l'argent? Ils vont vous dire, c'est mon Ils ont fonds des propre. partenaires. Mais avant d'être ministre, ils n'avaient pas la fondation. Mais on lâche quand on est en poste de position. Vous voyez ça? C'est ça qui pose problème. Donc, nous, 16 ans d'existence, par notre petite modeste expérience, on n'a jamais eu un fonds du gouvernement qui accompagne le travail que nous faisons. Pourtant, nous venons en termes de ressources additionnelles. Là où le gouvernement ne peut pas arriver, nous, on peut y arriver. Nous pouvons arriver. Et nous accompagnons cela sans attendre que lui nous donne. Mais malheureusement, ce que nous recevons de lui, c'est quoi? C'est des intimidations. Des intimidations, on va parler de cette actualité sur le rôle. On a vu, tout le monde a été pris de court le mardi par ce qui s'est passé au Qatar. Je sais pas, peut-être vous étiez dans le secret. Est-ce que vous saviez? Pas du tout. Personne, presque, quasi. Aucune caméra n'a vu ce qui s'est passé le mardi dernier à Doha, au Qatar, avec l'émir et face à face, Tshisekedi, Kagame. Mais c'est une bonne chose. C'était le vœu de Tshisekedi qui voulait parler avec Kagame en face. J'espère qu'il a dit tout ce qu'il pensait lui dire. Maintenant, tout ce que nous attendons, c'est le compte rendu. Mais le compte rendu a été fait, mais c'était de manière laconique quand même, un communiqué. Oui, c'est un communiqué qui ne nous dit rien. Il faut creuser, il faut qu'ils nous disent. Oui, c'est là la transparence. C'est la communication. Parce que la communauté a attendu le président dire, moi j'ai besoin de rencontrer Kagame, criminel de son état, je le cite. On espère qu'il lui a dit en face. Il lui a dit en face. C'est ça que nous attendons à attendre. Mais moi, je ne peux pas tomber dans l'euphorie de dire que c'est bien, c'est bon, quand je ne sais pas le contenu. Au-delà des paroles, qu'est-ce qu'on peut espérer dans cette rencontre? Je crois que c'est le président qui doit nous communiquer, nous Congolais, qui avons mis espoir, que cette rencontre peut nous amener la paix, de nous dire est-ce que nous sommes en train d'aller vers la paix ou vers autre chose. Ce n'est pas moi de le dire, c'est lui. C'est service de communication. Il n'y a pas de secret dans ça. Parce que les services de communication du président de la République, parce qu'on attend peut-être d'ici la fin de la semaine, le président allez, je vais le dire, le président nous doit quand même des explications. C'est de notre droit quand même. Ah oui, nous devons le savoir. Il nous doit quand même ces explications parce qu'il y avait cette mobilisation de tous les Congolais par rapport à cette agression, chacun dans son front a essayé d'apporter sa pierre. Et aujourd'hui, qui se sont rencontrés, on se dit, mais Monsieur le Président, vous nous devez quelques explications sur le contenu de vos échanges avec Kagame. Mais il y a eu ces services qui ont parlé et on a vu ça dans le communiqué, cesser le feu immédiat. Est-ce que c'est pas un aveu? Est-ce que c'est pas aujourd'hui officiel que effectivement c'était le Rwanda qui était derrière le M23? C'est un aveu de la culpabilité rwandaise. Oui, le Rwanda vient de démontrer. D'ailleurs, les différents rapports des experts des Nations Unies l'ont déjà attesté. Les prises de position des grands États du monde, les sanctions qui sont en train de tomber, et cette rencontre vient couronner le tout. Qu'il est l'instigateur de la déstabilisation dans la sous-région. Il s'appelle Kagame. On fait quoi de Nanga? On fait quoi de Bissimois? On fait quoi de tout ce qui était dans l'AFC et du M23 qui nous ont toujours dit, écoutez, c'est un conflit congolo-congolais. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'on punit les Rwandais et Nanga et Bissimois refusent d'aller à Luanda. Les sanctions sont sur les Rwandais. Bissimois venait aussi d'être sanctionné. Il est sanctionné plus, même Nanga est sous sanction depuis qu'il était le président de la CENI. Il est sous sanction. Mais c'était une opportunité d'aller dire ça là où on peut trouver la solution pour eux. Vous pensez qu'ils veulent pas de la paix? Mais ils sympathisent avec le Rwanda. Ils veulent pas de la paix, en refusant d'aller à Luanda. Non, ils ont répondu au dictat de M. Paul Kagame. Il l'a déjà démontré en décembre, en brillant par l'absence. Il vient de retirer
ce que leur maître avait fait au mois de décembre. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous. Ça a été dicté par Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, allez, est-ce qu'on peut pas dire, pas merci parce qu'il y a eu quand même des morts, est-ce que subtilement on peut pas remercier Nanga? Parce que n'était l'offensive AFC M23, disent certains, on allait avoir le changement de la Constitution. Hein. Est-ce qu'ils y sont pas quand même pour beaucoup dans ce frein que le régime Tshisekedi a placé dans ce processus ou dans cette envie de changer la Constitution? Mais moi, j'étais contre, je n'ai pas tué les Congolais. Fallait-il tuer des Congolais mais pour arriver à ça? même pas entendu. Oui. Ça fonçait, le Voilà. rouleau compresseur des pros avancés. Mais on arrive. Est-ce qu'il faut tuer les innocents ou il faut aller vers l'objectif? L'objectif pour eux, c'était Tshisekedi. Le moyen. Non, mais l'objectif, c'était Tshisekedi. Et ce qu'ils ont tué là, qu'est-ce qu'ils avaient à faire avec Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent la fin justifie le moyen? Parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler. Ça, c'est un principe de Machiavel qui n'explique pas grand-chose. Le gars, ils ont tué leurs propres frères et sœurs qui n'ont rien à faire avec la révision ou non de la Constitution. Voyez ça? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont opposés à la révision de la Constitution, qui n'ont pas pris les armes. Ils existent dans ce pays. Mais face à un président qui ne les entendait pas, qui les traitait de tous les noms. Je pense à M. Fayoulou. Mais on a dit de Fayoulou, opposition à pété. Vous vous rappelez, qui peut m'arrêter, moi, face à quelqu'un qui ne vous l'entendait pas de cette oreille? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais pourquoi? Qu'est-ce que les autres auraient pu faire? C'est les terroristes là du M23, qui voulaient les dialogues directs. L'occasion leur donnée, ils ont fui. Ce que vous dites, je connais Martin Fayoulou, il s'était opposé. Je connais Katumbi, il s'était opposé. Il y a bien d'autres Congolais aussi qui sont opposés. Ce n'est pas une raison parce qu'on veut changer la constitution et tuer d'autres Congolais innocents. Ils doivent répondre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils doivent répondre? Ils doivent répondre, rien à faire. Le président Tshisekedi a aussi une part de responsabilité parce que s'il avait peut-être entendu ceux qui n'avaient pas pris les armes, on n'allait pas avoir un Nanga qui aujourd'hui se dit c'est grâce à moi qui a pas aujourd'hui. Non, il ne s'est pas vendu pour rien. La preuve est qu'en Angola, il n'a même pas été invité. Grâce à vous. Mais en Angola, il n'a pas été invité. On a invité la marionnette là. Comment il s'appelle le monsieur là? Celui que vous appelez là. On l'a attaché. Je doute fort qu'il soit Congolais. Parce qu'un Congolais ne peut pas trahir son pays. Vous voyez ça? Donc, je veux vous dire ceci, ma sœur. Le Congo n'a pas besoin des hommes qui prennent les armes pour tuer d'autres Congolais, alors qu'ils savent l'objectif est là. Mais il n'a pas aussi besoin de ceux qui se pensent tout puissants. L'exemple Oh, il n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de quelqu'un qui se dit tout puissant. C'est moi qui ai toujours raison. Vous devez faire ce que moi je dis et pas écouter les autres. D'ailleurs, le changement de la Constitution est venu juste après. Mais ils étaient dans de tuer. Ça n'a pas de sens. Il dit des choses qu'ils ne comprennent pas. Ça a exacerbé quand même. Mais Bounagan était déjà occupé il y a 3 ans. Ça a accéléré, ça a anticipé quand même. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Bounagan était déjà occupé et on a tué. Le camp de Mugunga qui était bombardé, c'était avant. Donc ça, c'est trouver la solution simple facilement, ou bien un raccourci pour justifier l'acte posé. Ce que les Quinois parleraient d'un raccordement frauduleux. Un frauduleux. C'est un raccordement frauduleux. Ce qui est juste, l'opinion congolaise dans l'ensemble n'était pas d'accord avec la révision de la Constitution. Je crois que Tshisekedi vient d'un parti qui jauge l'opinion. Si on compris, l'opinion n'est pas d'accord. Et il n'a pas eu peur de Nanga, mais c'est l'opinion. Ça, c'est mon avis. Ça n'a rien à faire, parce que l'opinion dans l'ensemble n'était pas d'accord avec la révision de la Constitution. Nous nous sommes battus avec Tshisekedi et avec son parti en 2018 contre la révision de la Constitution par M. Kabila. Et on ne peut pas revenir pour dire que c'est maintenant avec lui qu'on va changer la Constitution. Mais à votre avis, pourquoi il a décidé de parler de ça? Ah, ça, c'est une question, quand vous le rencontrez, vous allez le poser. Ce n'est pas moi. Mais vous, en tant qu'analyste, vous vous êtes dit pourquoi il se dit, allez, il fallait que je lance un peu la révision? Bon, je pense qu'il a commis une erreur stratégique. Ça devait être un débat dans les états-majors des partis politiques. Lui, comme chef de l'État, devait rester au-dessus de tout. Mais en se mêlant à cela, c'était une erreur stratégique.
Est-ce que le moment était venu pendant que le pays était agressé de parler de la révision de la Constitution? Ça sont des erreurs. On ne dit pas que Tshisekedi est un saint. Il a commis d'autres erreurs qui aujourd'hui, nous sommes en train de le regretter, mais lesquels, au moins, mais cette façon d'aller vers la révision de la Constitution, de cette manière, pendant cette période de la guerre, ça ne valait pas la peine. Il fallait trouver le moment opportun pour poser le débat au niveau national. Lancer le débat inclusif, où on associe tous les Congolais. De la manière dont il est tenté de partir avec ça depuis Kisangani, il l'a fait dans le Kasaï, partout où il est passé, ça, ce n'était pas intéressant. Et nous sommes de ceux qui pensons, et nous le disions, que c'est une erreur stratégique. Mais heureusement qu'ils ont compris, le débat n'existe plus. Ça veut dire qu'au moins ils ont compris. La guerre est passée par là, dans notre temps. La guerre est passée par là. Non, ça c'est un argument de ceux qui pensent que c'est à cause de... Mais c'est l'opinion dans l'ensemble qui n'était pas d'accord. Pendant que Tshisekedi et Kagame étaient à Doha, Kabila était avec Thabo Mbeki en Afrique du Sud et Kabila a dit une phrase, c'est-à-dire le président Tshisekedi fait partie du problème et le président Tshisekedi fait partie de la solution. Il a raison. Lui-même aussi, il est un problème, Kabila. Et il est aussi une solution? Et il est un problème pour le pays. Il a violé la loi même qui le protège. Il a censé ceux qui ont tué les Congolais. Aucun mot de compassion pour ces milliers de morts. Il n'y a eu aucun mot, mais il les a pas encensés. Mais, il les a pas encensés. Mais là, il a encensé les M23, ils ont des revendications légitimes. Est-ce que c'est faux? Il a commis une faute qu'il ne pourra jamais réparer. Là, il est en train de tenter de se rattraper, ça ne marche pas. Il dit il va plus loin. J'ai discuté avec un collègue ce matin, il va plus loin. Il dit qu'il faut que tous les troupes étrangères qui sont sur le sol congolais, sans citer le nom des troupes étrangères, voilà encore quelqu'un ambigu. Il avait dit avant et on a vu que ça c'est quelqu'un très ambigu et ténébré. Carrément. Ah oui, c'est un ténébré. Lui n'a aucune leçon de donner dans ce pays. Parce que c'est un nous fils du pays, il a sa place comme tous les autres. Je m'en fous, moi. Le problème de ce que nous avons comme mixage, brassage, aujourd'hui, on a une armée qui est désarticulée, c'est lui. Il a laissé la 10e armée d'Afrique. Hein. Il a laissé une armée organisée. Hein. Avec elle, ils ont gagné la guerre où? Il a laissé, mais au moins, il a laissé un pays divisé et uni, hein, pas divisé. Il a piégé l'armée de la République. En principe, c'est quelqu'un qui était gentil avec lui. Il fallait le prendre, qu'il s'explique. Il a piégé la République. Cette situation que nous vivons, c'est Kabila, ça s'appelle Kabila. Il a un problème pendant qu'il dit que tu sais qu'il y a des problèmes. Lui-même a un problème pour le Congo. J'aime toujours poser cette question. Jean Kabila, en partant, il a laissé un pays un et indivisible, un et intégral entre les mains de Tshisekedi. Pourquoi vous l'accusez? Mais il a piégé l'armée. Ah, c'est lui, il a laissé... Il a une armée piégée, avec des Rwandais dedans. Qui les a intégrés dans l'armée? Kabila, Tshisekedi, lors d'une de ses interviews, lui-même l'a affirmé, que Kabila avait laissé une armée organisée et structurée. Ça vient pas de Kabila, c'est de Tshisekedi qui le dit. Quand on se rend compte de la réalité, ça vient de moi. On se rend compte de la réalité face à la situation qui nous est imposée actuellement. Comment voulez-vous que Bukavu puisse tomber de cette manière alors qu'il a laissé une bonne armée? Est-ce que vous comprenez? Désarticulé par la gestion de Tshisekedi, ils diront certains. L'armée piégée, avec des gens, avec des agendas. Sa femme l'a dit, que mon mari travaille. Nous comprenons maintenant le travail que son mari faisait. Mon mari travaille. Nous comprenons le travail, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que c'est maintenant qu'il va venir au secours du Congo? Est-ce qu'il a encore un rôle à jouer dans ce pays? Donc, Olusegun Obasanjo, ancien président nigérien, peut avoir un rôle à jouer au Congo, et Joseph Kabila, ancien président de la République, il devait être considéré comme un sage. Mais sa prise de position et sa première prise de position de parole nous a laissé tous perplexes. Il est en train de soutenir les M23 qui ont des revendications légitimes. Ces revendications légitimes-là, c'est lesquelles? Ces revendications légitimes-là, c'est lesquelles? Comment voulez-vous que nous puissions soutenir celui-là? Deux, il ne cite même pas un seul mot le Rwanda, qu'il cite le Rwanda. Là, il parle de troupes étrangères qui sont sur le sol congolais. Peut-il citer le pays? Mais nous comprenons dans l'analyse qu'il veut parler de troupes qui sont venues par la voie du gouvernement.
Et qui sont déjà, il y a eu la fin du mandat de SADC, Sami, DRC. Mais je reviens à ma question. Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est un problème? Il est à la fois la solution. Non. Est-ce que c'est un problème d'abord, Tshisekedi? Non, il n'est pas un problème. D'abord, dans sa manière, la manière dont il a eu à gérer la guerre, à gouverner. Aujourd'hui, est-ce qu'il présente, ou peut-être d'autres vont plus loin en parlant des élections, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas un problème? Mais ça classe à l'action diplomatique de Tshisekedi qu'aujourd'hui, notre pays est écouté dans le monde. Le pays n'était pas écouté. Soyons quand même objectifs. C'est grâce à l'action de Tshisekedi qu'aujourd'hui, on peut écouter les Congolais et qu'ils ont raison. Donc, on lui doit au moins ça. Mais c'est grâce à lui, au moins. Ça, il faut quand même le minimum, même si on ne veut pas de lui. Mais rien que ça. Aujourd'hui, on peut parler. On a vu des parlementaires de l'Union européenne debout, comme un seul homme, contre Kagame. Ce qui n'était pas le cas sous Kabila, hier. Donc, nous pensons que chaque homme, comme Kabila Tshisekedi, chacun a ses défauts et ses qualités. Mais pour le moment, c'est lui qui dirige notre pays. Et que le pays est agressé par Paul Kagame et l'Ouganda, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'Ouganda. Ah, c'est le gouvernement qui n'aime pas qu'on parle de l'Ouganda. Mais nous parlons d'Ouganda. De cette manière-là, nous devions d'abord faire sortir l'ennemi de notre sol, et pour revenir aux problèmes qui nous divisent, on peut avancer. Mais commencer à pactiser avec l'ennemi, la censée même, c'est de la trahison. Aujourd'hui, donc pour vous, Tshisekedi, c'est la solution ou une des solutions. Tshisekedi est parmi les acteurs qui doivent apporter la solution. Quels sont les autres acteurs? Mais nous avons la société civile, nous avons le parti politique de l'opposition non armée. Cette opposition qu'on parle, dans l'opposition armée là, on doit aller chercher les vrais Congolais qui sont dedans. D'ailleurs, c'était une des conditions que nous avons posées aux discussions de Luanda. Que s'il fallait qu'il y ait des discussions directes, il fallait d'abord qu'on isole tous les Rwandais. Et la question aussi de la paix pour notre pays, je vais vous dire une chose. Peut-être beaucoup n'en parlent pas. La chose que je vais vous dire, la paix dans la sous-région ne viendra jamais s'il y a un dialogue seulement le Congolais. La paix viendra si le Rwanda aussi fait le dialogue avec son opposition. L'Ouganda fait le dialogue avec son opposition. De cette manière, on aura la paix dans la sous-région. Tant que cette possibilité-là n'est pas exploitée, ils viendront toujours dire que nous avons des ennemis chez vous. Et la raison, c'est piller, violer, prendre nos richesses et occuper nos territoires. Quelle est la bonne méthodologie alors? Quelle est la bonne méthodologie? Est-ce qu'on y va avec le processus de Kinshasa, entre guillemets, avec Sanko et CC? On y va au niveau, je sais pas, de Luanda, de Nairobi? Ou on fait Kabila qui dit, ah, ok, il faut que ça se passe entre Congolais, entre eux, et on ne doit pas être dans... C'est quoi la meilleure méthode? Qu'il commence par dénoncer les mouvements qu'il a censés, les étrangers qui sont dedans. Ça, c'est Kabila. L'initiative de la Senko et SCC évita d'autres types de difficultés. Nous sommes parmi les gens qui ont été consultés et qui ont apprécié l'initiative. Mais au fil du temps, l'initiative est en train de prendre le coup. D'abord, par la prise de position de leadership de ces groupes. Deuxièmement, le fait que c'est resté une affaire de deux églises, ce n'est pas l'affaire de tous. Il n'y a pas l'inclusivité. Il fallait inclure toutes les couches dans la démarche. Non, mais tout le monde ne peut pas être médiateur. On l'a vu à Qatar. L'émir était seul entre deux. Mais maintenant, là, le problème, c'est quoi? On ne peut pas penser que les autres doivent accompagner sans qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils accompagnent. Non, mais chacun doit prendre un médiateur de deux. Ça va, tout le monde ne peut pas être... Le médiateur, c'est l'église. Il cherche nous avons un problème d'inclusivité dans ce que nous faisons. Mais les autres peuvent être des participants aussi. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'ils ne sont même pas participants. Ils ont fait toutes les démarches. Moi, je pense, l'erreur stratégique qu'ils ont commise, ils prendraient dans l'ensemble des groupes des églises là, une personne. Dans l'ensemble de la société civile là, une personne, les associés. On risque de nous demander de prendre dans chaque tribu une personne. Non, non, pas une tribu. Ça, oui, c'est vous. À cette allure. Non. À cette allure, on demanderait à ce que chaque tribu... Il y a des grandes composantes qu'ils ont consultées. Ces grandes composantes-là ont soutenu. Ils devaient faire ce travail. Et le gouvernement, parce que là, on doit finir, mes équipes me disent qu'on a fini. On a vu que les gens ne se bousculaient pas au portillon par rapport au gouvernement de cohésion nationale. Personne n'en veut. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vous qui comprenez qu'ils ne bousculent pas. Il faut aller voir qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans tous les couloirs.
c'est la panique totale. Mais quand on lit le communiqué de Fayoulou, de Sessanga, de Kabila... Non. C'est la main tendue de Tshisekedi pour le gouvernement d'Union nationale. De cohésion nationale. De cohésion nationale ou Union nationale. Cette main tendue est tendue à tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas accepter quand même. Sinon, ça sera de la dictature. Il y a des gens qui vont dire non et d'autres qui vont dire oui. Et le Congo doit continuer à vivre. Donc, c'est une bonne chose. Vous pensez que cette initiative peut aider à consolider... Parce que c'est consolider l'unité, consolider la cohésion, consolider la compréhension des mêmes problèmes et voir comment on peut corriger ce qui a été décrié. Pourquoi garder son expertise si le peuple est tenté de mourir? C'est ça qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir tout ça comme si on soutient l'individu, mais on doit soutenir le peuple qui souffre. Je vous remercie. C'est moi qui vous dis merci. Mais j'étais très heureuse de vous retrouver. Dieu seul sait que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu. Et j'espère que vous également, les téléspectateurs, vous étiez très heureux de retrouver Jonas Tchombela. Vous avez vu, la fougue. Les convictions sont restées intactes. La fougue également est restée intacte. Voilà. C'est le Jonas Tchombela d'il y a 16 ans, qui n'a pas pris un coup de vieux. Bien au contraire, qui s'est bonifié avec le temps comme un bon vin. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et comme je l'avais dit au début de cette émission, si vous ne venez pas vers nous, on viendra vers vous. Merci d'être très, très nombreux à nous suivre, aussi bien sur B1 Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube Élysée Odia TV. Merci de vous abonner massivement, de continuer à nous suivre sur ces différentes plateformes. On se dit au revoir, à très, très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.